Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Les ailes de l'amour. Entre-temps, dans un coin du parc planté d'arbustes, de fleurs et de grands végétaux formant une presqu'île d'ombre, Étienne avait trouvé son espace de prédilection. Pieds nus sur le gazon voisin d'un plan d'eau et d'éboulis de roches, il laissait sa belle étoile à 5 branches dans le vent, le cœur partagé entre le désir de partir en guerre contre le Grand Doubs et l'envie de sortir ses munitions pour atteindre le cœur de Julie, la plus jolie fille du quartier qu'il aime en secret. Faisant sienne la stratégie de ses compagnons de jeu, il l'applique d'abord pour conquérir la belle Julie. Accoudée à sa fenêtre, Julie admirait les gracieux déhanchements de l'étoile à 5 branches dans l'azur. Rouge et bleu, dans sa robe de satin, le cerf-volant se baladait dans le vent. Elle croyait entendre dans le souffle retentissant du vonvon un corps céleste annonçant l'arrivée de son prince charmant. Claude Bernard Serrant, La guerre des cerfs-volants. Claude Bernard Serrant, Rien que pour un instant. Claude Bernard Serrant, L'aveugle m'a ouvert les yeux. Claude Bernard Serrant, La soupe au giromont de Grenadé. Claude Bernard Serrant, Juste pour s'amuser, définitivement sur le plateau Délivrez-vous. Pour cette grande reprise, après cette pause estivale, nous recevons un maniaque de l'écriture, un journaliste de carrière qui est sur le plateau avec nous. Serrant, gardons bonheur. C'est un bonheur, on est installé dans le bonheur. Comment tu as fait pour engendrer autant de textes? Eh bien... Est-ce que tu as écrit parce que la vie ne te suffit pas? Eh bien, c'est un prolongement de la vie, l'écriture. Parce que quand on écrit, on se construit. On se construit de manière artistique, de manière aussi plus vivante que la vie, parce que la vie peut être terne, la vie peut offrir un vide existentiel. On le comble avec son être, à travers le souffle de l'écriture. J'aime beaucoup la notion de vide et auquel tu fais référence. Ça me fait penser à D.H. Lawrence dans L'amant de Lady de Chatterley. Une belle phrase, hein? Le grand néant de l'existence. Plongé là-dedans, voici le seul but de la vie. Est-ce que quand tu écris, tu as l'impression d'échapper au néant de la vie? Oui, c'est bien ça, parce que quelqu'un qui écrit, il essaie d'échapper à ce vide-là. Parce que quand on écrit, on est vraiment habité par ce qu'on fait. On est ici, maintenant, dans l'éternité. On vit dans l'éternité. On est accroché à ce qu'on fait. Alors, quand on écrit bien entendu pour soi et on termine ce qu'on fait pour les autres. C'est ce prolongement-là. C'est comme si on sait que au-delà de son existence, on continuera à exister. Une existence de papier, bien entendu. Est-ce que dans l'acte d'écrire, il y a un appétit d'éternité? L'éternité, on en a parlé, mais dans le sens où celui qui écrit, quand tu écris La guerre des cerfs-volants, par exemple, est-ce qu'il y a là un désir de laisser ton empreinte dans la conscience collective? Est-ce que tu veux durer dans l'esprit des autres? Est-ce pour cela que tu écris? C'est le fait de durer et le fait même de m'inviter à ton émission, d'en parler, c'est une manière de prolonger le livre parce que les auditeurs, les téléspectateurs vont parler de cela et il y a des journalistes qui vont utiliser d'autres médias comme médias papier, n'est-ce pas, médias en ligne et pour parler de cette émission. C'est une manière d'inviter les gens à acheter le livre. Acheter le livre, c'est une manière de l'introduire dans sa vie.
Et c'est cet effet-là que produit l'écrivain qui écrit, parce que quand il écrit, il cristallise un moment, il cristallise un instant. C'est l'éternité. Je vis là dans l'éternité. L'éternité, c'est ici, maintenant. Et on sent qu'on est une petite étincelle dans cet instant-là, dans ce temps qui est infini. Ce temps qui est infini, ce temps qui est le temps délivrez-vous, qui va innover avec toi, Claude Bernard Serran. On a introduit une nouvelle rubrique dans cette émission qui s'appelle le questionnaire de Proust. C'est un questionnaire élaboré par un monsieur que tu adores sûrement, Marcel Proust. Tu connais même, il me semble de mémoire, l'incipit du côté de chez Swann. Longtemps, je me suis levé de bonne heure. À peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient et je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Marcel Proust, illustre écrivain français, qui nous a laissé un questionnaire, je le dis pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, qui a été mélangé avec celui de Bernard Pivot qui a animé en France pendant des années Bouillon de culture, une émission littéraire. Et donc, les deux questionnaires sont mélangés. Pivot, Proust. J'ai aussi ajouté ma petite pincée de sel. Ça fait un questionnaire Proust, Pivot, d'Angelo. Et nous allons faire l'expérience avec Claude Bernard Serran. Alors, le questionnaire de Proust Serran, quel est le principal trait de ton caractère? La souplesse. Moi, je suis souple parce que étant donné que je suis dans un quotidien, le Nouvelliste, je donne des sujets à traiter. Le journaliste peut dire que bon, moi, je ne peux peut-être pas ce sujet. Il faut être souple. Et je suis le secrétaire général adjoint du réseau haïtien de journalistes en santé. Ce sont des journalistes que l'on gère. Il faut une certaine souplesse qui appelle à la démocratie. La souplesse. C'est mon trait de caractère. La qualité que tu préfères chez un homme? La qualité que je préfère, c'est le courage. Le courage, c'est un trait puissant de caractère chez un homme. Et c'est ce qui fait aussi le héros qui surmonte les angoisses, qui surmonte les peurs. Et c'est une force d'âme. Vous savez pourquoi? Et j'aime le courage parce que souvent il y a des gens qui sont creux et qui emplissent l'espace. Et il y a d'autres qui ont de bonnes choses à offrir à la République et qui restent en silence. Il faut avoir cette force d'âme, ce courage moral pour être derrière son idée et pour offrir quelque chose de mieux à sa communauté. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? Je dirais la sincérité. La sincérité, c'est une qualité de cœur, une vertu. Quand on est sincère, on est transparent. Et l'être aimé peut même lire cette sincérité-là dans l'intention même de cette femme. Et je privilégie cette vertu parce que c'est une vertu de la transparence. Et là, je vais te dire une anecdote qui remonte à la Rome antique. Et quand les artisans vendaient des statues, souvent, ils mettaient de la cire là-dedans, ce qui rendait cette statue-là vulnérable, fragile. Donc, l'acheteur, l'acquéreur, pour savoir si il n'y a pas de la cire là-dedans, il disait à l'artisan, est-ce que c'est sincere? Est-ce que c'est sans cire? D'où l'origine du qualificatif sincère. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? L'altruisme. L'altruisme a le sens de l'autre. Destin. Il a le sens de l'autre. C'est-à-dire, un ami, c'est quelqu'un qui aime monde, moi aime monde. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on est altruiste, on a le sens de la générosité. On a le sens du vivre ensemble. Parce qu'on veut aller vers l'autre. Et quel est ton principal défaut? Moi, le mépris.
le mépris qui est allié à un certain dégoût. Celui qui méprise, il ne parle pas. Et il peut encaisser les coups de l'existence. C'est une forme de traumatisme aussi. On te donne des coups et tu encaisses. C'est-à-dire, il y a le coup, il y a l'effet du coup. Et l'effet du coup, c'est encore plus dur. Moi, je pense que c'est méprisable, ce défaut, chez moi. Quelle est ton occupation préférée? Oh, tu le sais bien, l'écriture. L'écriture, parce que je travaille dans un quotidien. Quand on écrit, ce sont des articles, on écrit. Et outre l'activité du journalisme, et je trouve un espace pour créer dans un autre champ d'écriture qu'on appelle la fiction. On vient pour la fiction ici. Oui, on a vu un peu ce que tu as produit. Mais quel est ton mot préféré? Un mot que tu aimes particulièrement? Moi, je pense que tout être humain doit aimer ce mot-là. Amour. Pourquoi amour? L'amour, c'est la loi fondamentale de l'univers. De l'amour découle tout. C'est comme s'il y avait une seule loi. C'est-à-dire, même les lois que l'on fait, c'est pour harmoniser la société. Parce que tu es ici par amour de ce que tu fais. Et dernièrement, je te suivais sur Radio-Télévision Caraïbe, sur Café Philo, tu parlais de l'héros de la parole. Un amour de la parole, tu vois. De l'amour, ça découle tout. Hein. Ouais. Et est-ce qu'il y a un mot que tu détestes, Claude Bernard Siran? Exécrable. Est-ce qu'il y a un métier que tu n'aurais pas souhaité faire? Bon, est-ce qu'il y a un métier que... Aviateur peut-être, c'est terrible. Même quand je suis dans un avion, là... Tu paniques je panique. Même si dans une publicité, on dit que le ciel est le plus bel endroit de la Terre, mais je panique toujours. Oh mon Dieu! Quel est le son, le bruit que tu détestes? Ou, par exemple, là, et l'ongle qui racle sur une surface. L'ongle. Ça, c'est un son que tu détestes. Non, quel est le son, le bruit que tu aimes? Tout ce qui est naturel, le vent dans les arbres, ce bruit, c'est beau. Lorsque, par exemple, lorsque je vais à Forêt des Pins ou à Fort-Jacques, ce vent-là, mon Dieu, c'est tout ce qu'il faut, quoi. Le personnage historique que tu méprises le plus? Quel personnage? Est-ce que dans l'histoire... oh là là, bon, si je pense, c'est Hitler. Hein? J'allais chercher dans notre histoire. Mais tu prends Hitler. Et quel est ton état d'esprit actuel? Alors, on ne peut pas être ici et maintenant avec D'Angelo Néa et ne pas être dans le bonheur. Gardons le bonheur. Hein? Et quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Je voulais avoir l'intelligence. Pourquoi je dis l'intelligence? Parce que, tu sais, tout le monde est intelligent. Mais à l'échelle de l'intelligence, il y a des degrés. Pas mal. Quelle est ta devise? L'union fait la force. Quel est ton juron préféré? Merde! Comment tu aimerais mourir? Dans mon lit. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Le mensonge. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Bon, je suis en train d'écrire là et un texte, il y a un texte que je suis en train d'écrire là, c'est un chien, quoi. Parce que tu sais, je trouve que le chien, c'est l'animal le plus fidèle. On peut apprendre beaucoup du chien. Premièrement, le chien ne mélange pas les sentiments. C'est pas comme l'homme qui peut être hypocrite avec toi. Est-ce qu'il t'aime, est-ce qu'il ne t'aime pas? C'est une pureté de l'âme, quoi, chez le chien. Le chien va mordre la personne qu'il déteste. Un chien.
Tu savais qu'il y avait les cyniques, hein, Ouais. avec Diogène, dans l'Antiquité grecque. Donc tu voudrais être réincarné chien. Mais si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Claude Benancéran, tu as bien vécu, bienvenue au paradis. Peut-être tu es sûr que tu iras au paradis. Le paradis, c'est déjà ici et maintenant. Tu vois, le paradis, c'est pas seulement comme pensent les gens, et aller au ciel, qui est un lieu, je ne sais où il est. Tu vois? Parce que même dans la Bible, on l'a dit, hein, Mhm. si on lit la Bible, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Ouais. C'est-à-dire, c'est Ciel être et terre bien en soi. passeront, tes paroles ne passeront pas. Oui. Ça me rappelle ce temps où j'étais catholique. Non, C'est ça. non, non, non. C'est une Ok, belle on y chanson. va. Ouais. C'est-à-dire être bien en soi, Ouais. dans sa peau. C'est-à-dire avoir problème avec personne. C'est un état de paradis aussi. C'est un état de paradis, c'est un état de bonheur. Mesdames et messieurs, le questionnaire de Proust, utilisé pour la première fois sur le plateau de cette émission, c'est par ce questionnaire qu'en liminaire de l'émission, on va vous présenter nos invités. Claude Benancéran s'y est essayé avec talent, avec génie. Le temps pour vous de prendre votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Via le questionnaire de Proust, vous aviez pu découvrir un aspect de la personnalité de mon invité. Claude Benancéran, je vous rappelle, qui est journaliste de carrière, qui dirige la page culturelle du quotidien Le Novelliste, mais Claude Benancéran qui écrit de la fiction, qui écrit pour un public très souvent oublié, méprisé dans le monde des lettres, le public des enfants. La guerre des cerfs-volants, c'est de la littérature jeunesse. Et j'invite tous les jeunes enfants qui regardent maintenant cette émission à mettre la pression sur les parents afin qu'ils achètent pour vous La guerre des cerfs-volants. Cette guerre des cerfs-volants, on sent tout de suite l'allégorie. Les cerfs-volants prennent une personnalité et rentrent en guerre et sont dirigés par des enfants. Cette histoire, est-ce que son topos serait Carrefourfeuille? Ah oui, oui, mais je parle, oui, c'est d'abord là que j'ai tiré cette inspiration avec mes amis, Toby, Rodrigue et Marc Polydor, on lançait des cerfs-volants dans le ciel. Il y avait toujours des guerres toujours parce que l'aîné qui était beaucoup plus fort avec son grand doux, et mettait dans la queue de son engin et des lames de rasoir et envoyait balader et hors de la vue, quoi. Tous les petits cerfs-volants. Voilà. C'était d'abord ça. Mais et la guerre des cerfs-volants, c'est une allégorie parce que, comme a dit Raymond Aron, on ne fait pas la guerre pour remporter la victoire, mais plutôt on fait la guerre pour obtenir des résultats politiques, économiques. Eh bien, cette guerre-là que fait Thompson avec son grand lot aux enfants, c'est parce que lui, il a un atelier qui fabrique des cerfs-volants. Ça s'appelle le Club des Chevaliers de Haut-Vent. Donc, il ne fabrique que des grands doux monstrueux. Mais il y a un autre personnage qui lui-même, qui s'appelle Étienne, qui fabrique de beaux cerfs-volants. Sublime, c'est très beau. Les enfants préfèrent et s'approvisionner dans l'atelier de Étienne. Et donc, les enfants ont le choix entre acheter les grands doux monstrueux de Thompson
qui dirige le club des chevaliers de Haut-Vent. Ou Étienne qui fait des cerfs-volants plus chics. Oui. Et comme les enfants se refusent au cerf-volant, au grand doux de Thompson, ce monsieur décide de ratiboiser le ciel. Absolument. C'est ça dont il fait la guerre. Entre-temps, il va y avoir beaucoup d'histoires qui vont se dérouler au sein de cette histoire. Ouais. Parce que pour qu'il y ait une histoire qui marche, il faut une intrigue. D'abord, les enfants vont avoir peur. Peur d'affronter ce grand doux-là. Donc, il faudra avoir ce courage-là. Donc, pour avoir ce courage, il faut qu'il y ait des meneurs d'hommes. Ouais. Donc, il faudra, et Morcorel, par exemple, il faudra aussi Bloxo, qui seront des meneurs d'hommes qui vont galvaniser les enfants. Ouais, pour porter les enfants à se révolter Absolument. contre Thompson, à faire la guerre à Thompson. Mais autour de cette histoire principale, s'est greffée une petite histoire d'amour. Il y a quand même un garçon qui a eu comme stratégie de marivaudage séduire avec un cerf-volant. Ça m'a fait rêver un petit peu, moi, du temps de mon enfance. C'est pas mal comme façon de draguer en lançant un cerf-volant. Oui, et puis mettre des billets doux. Des billets doux que la fille peut prendre sur la queue du cerf-volant. Mais j'ai une question pour toi par rapport à l'amour dans le monde enfantin. Est-ce que tu penses que les enfants sont capables d'amour, tout comme nous autres adultes? Absolument, les enfants sont capables d'amour. D'abord, nous sommes des enfants d'amour. C'est l'amour, un sentiment qui est dans notre essence. Et bien entendu, Étienne, lui, veut être aimé de cœur et de corps. Oui. Parce que Étienne, il a quel âge environ? Bon, Étienne, c'est un enfant de 12 ans. Par là, 12-13 ans, c'est ça? Et la jeune fille, à quel âge? Oui, c'est à peu près le même âge. 12-13 ans. Oui, c'est ça. On peut s'aimer, quoi. C'est comme ça. Donc, tu penses qu'il peut exister de grandes histoires d'amour à partir de 12, 13 ans, Oui, 14 ans, ça entre existe. enfants? Ça existe, oui, bien entendu. Est-ce que tu as déjà croisé un couple d'enfants? Moi, quand Je dis ça, enfant, je dis rien. Moi, j'étais enfant, j'ai ma petite amie. Hein. Tu veux mettre tu veux mettre ta petite amie? Oui, bien sûr, c'est ça, comme ça se fait. C'est pour ça que lorsque l'écrivain écrit, on dit que c'est la fiction, mais non, la fiction tire son essence dans le réel. C'est parce que j'ai vécu ça aussi que j'ai pu prendre cela et le cristalliser dans une histoire. Mais lorsqu'on revient sur le lieu de ses premières amours, lorsqu'on croise ses premières amours, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en commun avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'on arrive à se dire? Ce sont des souvenirs. Il reste toujours le parfum des souvenirs. On se rappelle. C'est toujours bien de se rappeler. Donc c'est une grande faculté chez l'homme et le souvenir. Tu vois? C'est comme ça. Alors, dans la guerre des cerfs-volants, on revient à Thompson. Thompson, c'est aussi une arme. Oui, une arme de guerre. Une arme de guerre. Oui, j'ai bien choisi. Ouais. Parce que pourquoi Thompson, lui, il fait la guerre? C'est parce qu'il y a un sentiment. Parce que comme dans le questionnaire de Proust, c'est des sentiments qu'on parle, il y a une sorte de jalousie chez lui aussi. Parce que les cerfs-volants sont si beaux. Il ne veut pas fabriquer ces cerfs-volants-là. Il n'a pas cette âme d'artiste. C'est vrai, il est un artisan. Tu vois? L'autre, c'est un artiste, à savoir Étienne. Donc, à la fin de l'histoire, il va, bien entendu, Thompson, vers les enfants. Il ne faut pas dévoiler toute la fin. Ah oui, c'est ça. On va laisser planer le mystère pour les enfants qui vont découvrir la guerre des cerfs-volants. Oui. Mais on peut déjà dire aux téléspectatrices, aux parents et aux téléspectateurs que les enfants ont fini par fusionner leurs énergies pour s'attaquer à ce Thompson. On ne sait pas qui va gagner. Ah oui. Est-ce Thompson ou ses enfants? Ouais. Tu as aussi produit entre-temps, Claude Bernard Serrant, L'aveugle m'a ouvert les yeux. Là, nous sommes à Verrette. Tu y vas d'abord comme journaliste. Et là, tu vas rencontrer un aveugle, scieur de bottes. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, cet aveugle et toi? Voici le livre, L'aveugle m'a ouvert les yeux, publié chez on va dire, la collection Pour la vie, chez Madame Franck Paul du Collège Canapé Vert, que je salue. Bonsoir, Madame Franck Paul. Oui, c'est ça. Alors,
ce qui est bien dans cette histoire, c'est que cette histoire-là va me servir de support. De support dans la mesure où c'est quelque chose que je devais écrire et que je n'ai pas fait. Ouais. Mais qui va me titiller, quoi. Pourquoi écrire cela? Parce que c'est quelqu'un qui a voulu me berner, Oui. cet aveugle-là. Cette personne-là. Donc voilà, et il y a quelque chose de cette histoire-là. Parce que n'oublions pas, c'est aussi une nouvelle qu'il ne faut pas dévoiler. Mais ce qui importe, c'est que je me suis dit, et c'est ça qui va... Et dans toute l'intrigue, est-ce que je dois écrire cette histoire parce que... Et c'est montrer que la personne veut me berner, quoi. Mais ce qui t'a choqué et t'a ému en même temps, c'est la dextérité de ce scieur de bottes, officiellement ou bien objectivement aveugle. Et quand il fallait payer, tu as donné plus qu'il fallait donner. Et puis aussi, il faut le dire, c'est un unijambiste. C'est un unijambiste aussi. Tout ça, c'est quelqu'un qui vous touche le cœur. Mais aussi, il y a des passages, des morceaux de ce livre où je parle de la maltraitance. Parce que, et peut-être toi, tu n'as pas connu cela, eh bien, autrefois, on battait beaucoup les enfants. On battait beaucoup les enfants. Moi, j'ai connu cela, par exemple, et c'était dans une école, là, et on me battait parce que je commettais des fautes de français. C'est-à-dire, autant de fautes, autant de coups de rigoise. J'en parle aussi parce que, et je me rappelle, si je faisais 10 fautes de français, ça faisait 10 coups de rigoise. L'occasion pour nous, c'est de condamner la maltraitance, que ça soit en milieu domestique ou en milieu scolaire. Ne frappez pas les enfants. Ça, il faut le dire aussi. Moi, j'aurais pu détester cette langue, le français. Parce que ton personnage qui était à l'école, le scieur de bottes, il a abandonné l'école parce qu'il a été maltraité, Il a été maltraité. Donc, au fait, tu es en train de dire que la maltraitance en milieu scolaire est à la base de la déperdition scolaire. Il y a aussi cela. Par exemple, il y a des gens qui haïssent l'école. Ils ne veulent pas retourner à l'école parce que l'école, c'est un lieu de torture. Parce qu'il y a une sorte de ce qu'on appelle du traumatisme aussi. Parce qu'il n'y a pas seulement le coup, il y a aussi l'effet du coup. Parce que pourquoi le professeur me bat? Parce que c'est un lieu de savoir privilégié où on va tirer la quintessence de la connaissance. Donc le boulot de l'enseignant, c'est de donner goût au savoir à l'enfant. C'est de créer un éros de la connaissance. Quand tu dis savoir, on voit déjà saveur. Oui. Les saveurs de la vie. C'est là qu'il faut tirer ce goût de vivre, le goût de la connaissance. Mais le professeur te maltraite, donc on abandonne. Oui, et quand tu parles de savoir, à la page 22, pour me mettre du côté de l'original, comme tout créateur qui veut goûter à la joie sans limite de la fiction, je me suis ouvert à Nietzsche, le philosophe allemand qui a compris que tout ce qui est bon et tout ce qui est beau dépend de l'illusion. La vérité tue. Qui plus est, elle se tue elle-même. Est-ce que ça correspond un peu, je reprends la phrase pour les téléspectateurs, tout ce qui est bon et tout ce qui est beau dépend de l'illusion. La vérité tue. Qui plus est, elle se tue elle-même. Alors là, je ne sais pas par quel hasard, et dans le livre de Blaise Cendrars, L'or, et il y a là où le personnage, dans L'homme qui tua Liberty Valance, a dit « Ici dans l'Ouest, quand nous avons à choisir entre la vérité et la légende, nous choisissons toujours la légende. » Oui, c'est-à-dire, et là, j'ai pris cette histoire, j'ai mis un peu de fiction aussi. Et c'est ça qui va rendre la beauté aussi du texte. Aussi. Mais est-ce que la vérité tue vraiment? Est-ce que des fois, il vaut mieux mentir? Ça me fait penser à Voltaire. Mentez, mentez, mes amis. Le mensonge est une très grande vertu quand il fait du bien. Écoute-moi, on parlait de sincérité tout à l'heure. Et là, puisque nous sommes dans la fiction, nous n'oublions pas, l'écrivain, c'est un menteur. Parce que menteur, dans le sens où je veux, pour le téléspectateur, décortiquer le mot. Quand on voit mensonge, on voit
mens. Mens qui veut dire esprit, et songe, rêve, création. C'est ça, on est dans le rêve, on est dans la création, quoi. Mensonge. Ouais. Mais au fait, ça me fait penser à quelque chose, Serran. Tu me donnes l'idée là tout de suite. Le menteur, c'est un être qui est généreux. Ouais. Dans le sens où il aménage pour l'autre, via le mensonge, un espace de confort. Ouais. Une femme qui trompe son mari. Et le mari qui dit, est-ce que tu me trompes? Si la femme dit oui, je te trompe, elle fait du mal à son mari. Ouais. Donc la grande générosité de la menteuse, c'est d'aménager pour l'autre une zone de confort. Non, je ne t'ai jamais trompé. Ok. Oui, mais... C'est une bonne chose que de mentir, je pense. Nous sommes Peut-être qu'Emmanuel qui filme l'émission n'est pas d'accord. Mais... Ok, nous sommes dans la fiction. Nous sommes dans la fiction. Hein? Mais dans la vie, la vraie vie, et il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont, la vérité. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle le contexte. Par exemple, si on vous dit sous l'occupation allemande, n'est-ce pas? Est-ce qu'Anne Frank est là? Non, il ne faudrait pas dire oui, elle est là. Il faudra mentir. Elle n'est pas là. Ouais. Des fois, mentir, c'est un acte juste. Alors là, c'est peut-être pour citer Nietzsche. En même temps, dans ce petit livre, L'aveugle m'a ouvert les yeux, disponible en librairie, j'imagine, surtout chez Madame Frank Paul. C'est à la Pléiade aussi. À la Pléiade aussi. Et tu dis, j'avais honte d'en parler à la rédaction du journal. Je savais que cela pourrait arriver. Un scieur de chaussures non-voyant. Original comme sujet pour un journaliste comme moi, intéressé aux questions, n'ayant aucun intérêt pour ses confrères. Les odeurs de Port-au-Prince, les aveugles cheminant dans les rues, les égouts, les jardins, les vieillards dans les asiles, les vieilles bâtisses, les églises effondrées, et la foi debout, les cerfs-volants, les jeux d'enfants. Est-ce que tout ça porte ta vision du journaliste? Est-ce que pour toi, le journaliste doit se colter au dysfonctionnement de nos structures sociales? Eh bien, et dans le journalisme, il est intéressé à l'inhabituel, il est intéressé à l'inédit, il est intéressé à tout ce qui cloche. Parce que, comme on dit, les tap-tap qui viennent toujours, qui arrivent à l'heure n'intéressent pas le journaliste. C'est pour ça qu'on dit souvent... C'est quand ça arrive en retard. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que le journaliste est souvent un charognard. C'est-à-dire... Et c'est quelqu'un qui fouine. C'est-à-dire, le journaliste, il est capté par cela. Parce que là où ça cloche, il doit aller débusquer l'information pour pouvoir l'apporter au public, afin que cela change. Ce qui mange vraiment n'intéresse pas vraiment le journaliste. L'aveugle m'a ouvert les yeux de Claude Bernard Serran. On a aussi vu du même auteur, Pallas Ogiromon, et La guerre des cerfs-volants. Nous allons vous laisser prendre votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. J'ai senti palpiter le flux sanguin et la sincérité de la parole de cet homme que la maladie a rendu philosophe. Quand il pleurait, les larmes jaillissaient d'une source profonde. Malgré son délabrement physique, il répandait la joie autour de lui. Je ne sais quelle aurore intérieure Ibrahima a contemplée pour être aussi gai. Et s'il a perdu le sens de la réalité, ce n'est que pour mourir, illuminé de joie. Rien que pour un instant. Nous sommes toujours dans l'univers de Claude Bernard Serran et il est aussi, il faut le dire, journaliste en santé.
Il est dans le réseau haïtien des journalistes en santé. Il est le secrétaire général adjoint. Il me corrigera si, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a pas longtemps, il était à Washington dans le cadre d'une formation et pour faire ce livre, il était justement à Paris dans un grand congrès réunissant des journalistes de santé attachés aux problématiques du VIH. Le sida en Haïti, c'est une maladie qui malheureusement continue à frapper. Est-ce que le préservatif est toujours le bon réflexe? Je vous lis un autre extrait de son livre. Mais pourquoi connaître mon statut sérologique? Chut, ne me dis rien. J'ai toujours fait le sexe sans préservatif avec ma petite amie. Demain, je vais appliquer l'une des principes d'AFP pour la protéger. Abstinence. Je n'ai pas une tête d'abstinent. Fidélité. Ce n'est pas une tradition de coq. Préservatif. Préserve ma petite amie de moi-même. Alors, préserver ma petite amie de moi-même. Seigneur, si l'envie me tente de la prendre sans préservatif. Le préservatif est la grande problématique quand il faut aborder le sida. Oui, absolument. Et le préservatif, c'est une barrière de sécurité et de tout temps. Et l'homme s'est servi de préservatif, c'est aussi pour se préserver. Donc, le préservatif ne préserve pas à 100% parce qu'il y a la manière de l'utiliser. Par exemple, quelqu'un qui prend un préservatif et le met dans sa boîte à gants, la chaleur, tout ça, qui assèche tout ça. Et voilà qu'il met ce préservatif-là. Il va entrer en rapport avec quelqu'un, ça va péter, donc ça ne va pas le préserver. Donc, il y a une manière de garder le préservatif. OK? Bien au frais, tout ça. Et puis, il y a une manière de mettre ça. J'aime bien le bien au frais. Il faut garder le préservatif oui, bien au frais. Mais est-ce qu'il y a, dans l'acte de faire l'amour, est-ce qu'il y a certaines positions qui fragilisent le préservatif? Bon, oui, bon, je ne sais pas. Bon, peut-être que... c'est peut-être là, par exemple, une femme qui monte et descend à califourchon sur un homme, ça peut péter. Parce que, oui, parce que ça pète aussi. Parce que c'est fragile. Parce que n'oublions pas, il y a le préservatif en latex, il y a le préservatif en peau de mouton, tout ça. Ouais. Et tu vois, ce sont... Alors certains me disent que la levrette n'est pas une position conseillée avec un préservatif. Le préservatif peut céder. On ne va pas faire le débat sur les positions, sur le préservatif et tout ce qui va avec, mais c'est important d'en parler. Et tu as donc réussi à faire plusieurs nouvelles abordant cette problématique du sida. Tu as apporté des chiffres. En Haïti, 300 000 personnes vivent avec maladie sida. 60 000 jeunes victimes de maladie. Épidémie poursuivre Kousli. Juste si, alors, épidémie à poursuivre Kousli si on n'a pas freiné. Est-ce que ces chiffres ont évolué entre-temps? Est-ce qu'il y a plus de gens victimes du sida ou moins de gens? Ok, ça a diminué. Au moins, on est à 2 points et 2,5% de gens qui ont le VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine dans le sang. Et à un moment en Haïti, ça avait explosé, il y avait beaucoup de gens qui vivaient avec cette maladie. Mais si le VIH-Sida a une inflexion vers la baisse, ce virus a une inflexion vers la hausse du côté des hommes ayant des rapports avec des hommes. C'est-à-dire parce que ces gens-là, ils vont surtout... ils ont d'abord... D'ailleurs, plusieurs partenaires, et souvent, ils font l'amour sans préservatif, beaucoup d'entre eux. C'est pour cela, et nous autres, au RAJS, Réseau haïtien de journalistes en santé, nous organisons des séminaires pour tout le monde, pour des journalistes, même pour eux, nous offrons des espaces à ces personnes-là. Ils viennent parler pour sensibiliser d'autres personnes. Parce que ça, c'est important. Par exemple, je vois, en Haïti, nous voilons la face. Nous voilons la face, c'est comme si ces gens-là n'existaient pas. Ou bien s'ils existent, qu'ils se mettent à part. Mais attention, la personne qui est homosexuelle,
et cette personne-là n'a pas seulement rapport avec ses pairs, cette personne-là a aussi rapport avec d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que l'homosexuel, voilà, qui a le virus, il peut transmettre à l'hétérosexuel. Donc, c'est pour cela qu'il faut sensibiliser les gens. Je vais vous raconter une anecdote. Je me rappelle, c'était à Jacmel, on avait organisé une conférence, un atelier, un grand atelier, où des personnes vivant avec le VIH-Sida, tout ça, des homosexuels aussi. Et donc, je couvrais cet événement-là pour le Nouvelliste. Et moi, j'ai vu des personnes qui sont séropositives, c'est-à-dire qui ont le VIH dans le sang, qui disent carrément ils ne vont pas s'asseoir aux côtés des homosexuels. Ils stigmatisaient les homosexuels. Je dis que ça, c'est un tableau particulier. Je me dis que, des personnes ayant le sida qui refusent de s'asseoir à côté de personnes ayant aussi le sida, mais qui seraient homosexuels. Moi, je me dis que, c'est là que j'ai compris. Moi, je crois que je dois aborder ce sujet-là dans un texte. Donc, parce que je me dis que, regarde-moi, cette personne, à un moment donné, qui a le VIH-Sida, qui est stigmatisée, et voilà, cette même personne-là stigmatise un homosexuel. Ouais. Donc, au fait, le problème serait d'abord la stigmatisation, mais aussi de l'information sur le virus. Oui. Le fait de serrer la main à quelqu'un qui a le sida, on n'attrape pas le sida pour autant. Le fait de travailler au même bureau avec quelqu'un ayant le sida, ça ne pose aucun problème. Absolument pas. On attrape le virus en ayant des rapports non protégés. Ou bien dans le sang aussi. Mais le sang aussi. Mais certains disent... Le sang aussi, par exemple, est un matériel souillé. Quelqu'un qui prend de la drogue par voie intraveineuse, et puis on échange les seringues, eh bien on peut prendre le virus. Là. Mais certains disent, Séran, je me demande si c'est vrai, comme tu as travaillé sur la problématique, tu pourras mettre les pendules à l'heure. Certains disent qu'on peut avoir un rapport sexuel non protégé avec une personne ayant le sida sans contracter le virus. J'ai toujours entendu ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des couples sérodiscordants. Couple sérodiscordant, c'est-à-dire le mari ou bien la femme, l'un est séropositif, l'autre est séronégatif. Mais tout de même, on encourage toujours quelqu'un à mettre le préservatif. Et on raconte même qu'il y a des personnes qui n'attrapent pas le virus. Qui seraient naturellement immunisées contre le virus? Carrément. Non, là j'ai des doutes. Oui, on en parle. Là j'ai des doutes. J'ai entendu ça, j'ai entendu parler de ça. Est-ce qu'il y a eu des cas de guérison? Bon, on en a parlé, mais c'est souvent des tradipraticiens qui disent avec des feuilles, tout ça, qu'il arrive à guérir. Mais je n'ai jamais entendu parler de guérison. Mais tout simplement, ce que je sais, la personne qui a la maladie peut vivre avec. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un qui avait la maladie, sa vie était comptée, son temps était compté. Maintenant, avec les antirétroviraux ou encore ARV, la personne peut avoir la maladie et vivre avec. Mais bien entendu, cette personne-là doit suivre avec exactitude, avec précision, les prescriptions du médecin. Ouais, j'imagine que ça demande une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le virus, qui ne prend plus ses médicaments, qui dit qu'il a guéri, à un moment donné où il va reprendre ses médicaments, eh bien, l'organisme ne va plus reconnaître ce médicament-là. Donc, il va chuter. Et il y a aussi le fait que 2 personnes séropositives aient des rapports sexuels non protégés. On m'a raconté que ça allait augmenter leur charge virale. Absolument. Je sais des choses. Alors que moi, je me suis dit, entre séropositifs, allez, on y va. Non, autant faire l'amour sans protection. Mais c'est dangereux parce que ça va augmenter la charge virale des 2 côtés. Et pourtant, oui, c'est vrai, parce que il y a des souches. Chaque virus a des souches. Ça a une souche, l'autre souche, quoi. Donc, il est conseillé aux gens qui ont des rapports sexuels de toujours utiliser un préservatif pour chaque rapport sexuel. Si vous avez plusieurs partenaires sexuels, ce n'est pas grave. L'important, c'est de se protéger à chaque rapport sexuel. Ou encore,
il y a ce qu'on appelle connaître son statut sérologique. Oui. C'est-à-dire, tu as ton partenaire, tu vas y faire Un centre de dépistage. Un centre de dépistage, tu sais que tu es séronégatif, et puis 2 séronégatifs. Allez. Mais c'est là la fidélité aussi. C'est là qu'il faut la fidélité, qu'il faut la confiance, Oui. qu'il ne faut pas aller voir ailleurs parce que, voilà, Oui. un pachat, ça peut provoquer des dégâts considérables. Si tu permets, Séran, on va voir un petit passage rapidement. Et alors, sur la première nouvelle, qui m'a beaucoup plu parce que c'est une grande histoire d'infidélité, au fait, qui prend corps. Et la voiture de Denis est garée sur la cour de la maison de Carole. Il sort son portable. Je suis dans la maison du diable. Le portable toujours accroché à l'oreille, il se tourne sur lui-même, comme s'il cherchait l'appui de quelques regards. « Carole, je suis là. Je monte vers toi. » Carole est postée dans l'embrasure de la porte, un mot que j'adore, l'embrasure de la porte de sa chambre, et regarde Denis avancer vers elle. Elle semble jouir de ses paroles éclatées, sonores et nues. À peine a-t-il mis pied devant la chambre, elle le saisit par la cravate. Ils ne se sont rien dit, ils n'ont fait que s'embrasser. Ils s'embrassent comme des fous, ils s'embrassent encore, ils font l'amour comme si l'amour c'était la dernière fois qu'ils allaient le faire. « Tu n'as pas de préservatif » dit Denis. « Drôle de question » répond Carole. « Pourquoi » Denis, « Tu me vois moi entrer dans une boutique pour acheter des préservatifs ?» Ça m'a interpellé. Le complexe qu'on peut avoir, qu'on peut développer dans le fait d'acheter le préservatif, surtout pour nos jeunes femmes qui refusent de poser cet acte. Une jeune femme peut acheter un préservatif. Il n'y a rien de dégradant dans l'acte. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour cela que tout est psychologique. C'est pour ça qu'il faut préparer l'esprit des gens, surtout les femmes. Et c'est vrai. Et rarement, et tu vas voir une femme s'engager à acheter des préservatifs. Ça, c'est l'affaire des hommes. C'est ce qu'ils disent. Et un autre cas, et quand enfin, lui, il sort, il va acheter les préservatifs, il débarque chez une marchande. La marchande dit, c'est Madame Pastémier, nous pas dans le monde, nous pas vendre ni cigarettes, ni alcool. Allez, ouais, ça lié, le monde périt, s'il vous plaît, messieurs, pas venir grillonner boutique là pour moi. Donc, même celui qui vend les préservatifs, qui aurait dû les vendre, par complexe, ne vend pas les préservatifs. Parce que dans la tête de beaucoup d'Haïtiens, ce serait un péché que de vendre un préservatif. Oui, c'est aussi ça. C'est pour ça que... C'est un pays qui est au Moyen-Âge. À l'époque où j'ai écrit ce livre, on était à ce stade-là. Donc, il a fallu que les journalistes et toutes les personnes œuvrant dans le domaine de la santé, et on a fait, qu'on dirait, des tirs groupés, pour que ça change. Ouais. C'est ça. Et c'est pour cela que aujourd'hui, la séroprévalence est à moins de 2,2%. C'est extraordinaire pour Haïti, mais moi j'ai vu sur le site de la CIA, malgré tout, notre taux de prévalence est plus important que beaucoup de pays de la Caraïbe. Oui. Il n'y a que la Jamaïque qui arrive à nous damer le pion. Les Jamaïcains sont au même niveau que nous. Hein. Oui. Mais les Dominicains ont un taux de séroprévalence nettement inférieur, et les Portoricains, etc. Donc, cette histoire d'infidélité va prendre fin de manière très tragique. On ne va pas dire comment ça s'est passé. On va laisser aux téléspectateurs le goût de découvrir, rien que pour un instant, qui est aussi en librairie, un recueil de nouvelles qui se colte à la problématique du PV-VIH. Non, pardon, du VIH. Du VIH. Quand tu dis PV-VIH, c'est personnes vivant avec le VIH-Sida. On les appelle PV-VIH parce que, et pourquoi on a inventé cette formule? Parce qu'autrefois, on les appelait carrément sidéens, ou bien encore sidaïs, ou quoi, tout ça, ou bien carrément sidaïque, tout ça. Et là, la première nouvelle, et c'est ça qui va m'inspirer, et le livre-là, rien que pour l'instant. J'étais à Paris et j'avais rencontré Ibrahima. Ibrahima, c'est quelqu'un qui a le VIH-Sida. Et quelqu'un va l'appeler sidéen. Il va pleurer. Et je vais parler avec lui. Il va pleurer. Il a dit qu'il n'est pas un sidéen, il a un PV-VIH. Alors, je n'avais pas compris cette problématique-là. Et c'est en assistant à cette séance-là, on va tout m'expliquer, patati patata, tu vois, parce que quand on parle de quelqu'un a le sida, c'est le dernier stade. Quand la personne est dans un stade grabataire,
Ouais. Mais la personne qui vit avec et la maladie, qui peut péter de santé, c'est un PVVIH. C'est quelqu'un qui vit avec la maladie. C'est-à-dire la personne peut vivre 90, 96, jusqu'à 100 ans. Ouais. D'où Donc, la précaution du préservatif. Il faut remercier la science aussi. Ouais. Hein. On a fait de grands efforts. Hein. Ouais, j'espère qu'on arrivera à trouver le médicament. Hein. Ouais. Ce serait pas mal quand même. Hein. Mais entre-temps... Un petit vaccin, poup, t'as pas le sida. En parlant de médicaments, et je profite de l'occasion pour en parler là, et quand on parle de prophylaxie, pour le moment, on est en train de voir comment, même si on fait l'amour sans préservatif, rapport risqué avec quelqu'un qui a le sida, et puis on va faire une prophylaxie. Bon, attends. Premièrement, la personne sait qu'il a des rapports risqués tout le temps. C'est-à-dire, la personne va prendre ces médicaments-là. Tu vois? Et puis, même s'il a un rapport risqué, sans problème. Mais on est en train de penser que c'est pas très bien, parce que dans la mesure où on va épuiser le système immunitaire. Par exemple, les médecins qui travaillent, qui opèrent les gens. Ça arrive en manipulant un matériel, et le médecin se coupe, il est en contact avec le sang, du sang contaminé. À partir de ce moment, il va prendre des ARV comme quelqu'un qui avait normalement le sida. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, ça va diminuer au moins à 98%. Voilà. Le risque d'être contaminé. Donc, tu vois, donc c'est ça. La science fait des progrès énormes. À nous maintenant d'abattre nos préjugés. À nous maintenant de cultiver ce goût du préservatif et de mettre un peu de sérieux et de rigueur dans nos pratiques sexuelles. Rien que pour un instant, disponible en librairie, La soupe au giromon de Grande AD, L'aveugle m'a ouvert les yeux, La guerre des cerfs-volants et un tout nouveau qui va paraître bientôt, juste pour s'amuser, le tout premier, on n'a pas eu le temps d'en parler, et Galère en autobus. On ne va pas en parler maintenant, je vais recevoir Serran prochainement sur ce nouveau livre qui va paraître bientôt, Galère en autobus. Mesdames et messieurs, une nouvelle rubrique aussi qui va arriver sur vos écrans dans Délivrez-vous. Vous aurez l'occasion de lire en 1 minute, en 45 secondes, un extrait d'un texte que vous aimez. Vous vous faites filmer par un téléphone portable où je vous vois lisant cet extrait, 1 minute et demie, et vous envoyez la vidéo à Délivrez-vous. Le numéro passe maintenant sous l'écran. Vous balancez la vidéo qui sera diffusée à l'émission la semaine prochaine. Merci, Serran. Je me délivre. Gardons bonheur définitivement. Absolument. On a bien effleuré ta littérature, ça m'a fait plaisir. Je rappelle que Claude Bernard Serran, il faut le dire publiquement, c'est celui qui m'a mis la plume entre les mains. J'avais 17 ans, il débarque chez moi, il me dit « Tu peux écrire, petit connard ! Écris au Nouvelliste !» Donc merci publiquement de m'avoir montré le chemin du journalisme. Je suis tout ému de te recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas le mot d'ordre, balancez des vidéos, 1 minute où vous présentez des livres, filmez-vous par un téléphone portable, la vidéo sera diffusée. Merci à toute l'équipe qui me permet de réaliser chaque semaine cette émission. La machine du bonheur a repris ses dons définitivement. Merci à Alphonse, merci à Féquière, merci à Guito, merci à Emmanuel, merci à Émilie, toute une équipe pour vous proposer le bonheur depuis les locaux de la mer Caraïbe à la rue Chavannes. Le monde doit finir dans vos livres. Votre intelligence est un feu qu'il faut toujours charbonner. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres